Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche, qui reçoit ce 28 avril 2024 Maître Amadou Ali Kane, avocat, défenseur des droits humains. Il était aussi candidat à la candidature à la présidentielle de 2024. Maître Kane, bonjour et merci. Bonjour Madame Fall, et merci pour votre invitation. Alors Maître, vous êtes l'avocat de l'activiste guinéen Djibril Aguil Silla, arrêté puis condamné pour séjour irrégulier au Sénégal. Il a été libéré vendredi dernier, 26 avril, une liberté conditionnelle d'ailleurs. Pouvez-vous justement nous expliquer les circonstances qui ont conduit ce blogueur guinéen à fuir son pays, à se réfugier au Sénégal où il sera finalement arrêté? Oui, c'est une très bonne question. Vous savez que la Guinée est actuellement dirigée par une junte militaire. Donc la Guinée est dans un régime d'exception démocratique. Et la liberté d'expression n'est pas tellement, on va dire, en vigueur en Guinée. Il a été une première fois envoyé en prison parce que c'est un blogueur, c'est un influenceur. Donc il exprime ses idées par des audios, par des vidéos, et ça ne plaît pas dans son pays. Et il a été emprisonné pour ça, et dès qu'il est sorti, il est venu se réfugier au Sénégal avec femme et enfants. Il est là depuis après février 2021. Alors, aux environs de la fête de Korité, quelques jours avant la fête de Korité, un homme d'affaires guinéen très riche et très influent là-bas, dénommé Kerfala Personne Camara, connu sous ses initiales KPC, a déposé une plainte contre lui pour diffamation. Il a été convoqué à la division de la cybercriminalité le 8 avril, après la veille de la Korité. Il a été gardé à vue. Et puis, il a été entendu sur la plainte de M. Camara, de diffamation. Et parallèlement à cette plainte, le parquet, le ministère public, a ouvert une enquête parallèle sur les conditions d'entrée et de séjour de M. Aguil Silla au Sénégal. Et finalement, la plainte de M. Camara a été classée sans suite et le parquet l'a poursuivi pour le délit de séjour irrégulier, ce qui est quand même un non-sens, puisque c'est un ressortissant de la CEDEAO. Et le dernier instrument pris par la CEDEAO, c'est donc le protocole révisé de 1993. Il prévoit la liberté de circulation des personnes et des biens et demande aux États de ne prendre aucune disposition qui puisse entraver ce droit. Donc c'est dire que, en principe, un ressortissant de la CEDEAO ne peut pas être poursuivi dans l'espace communautaire Pour séjour irrégulier. Pour séjour irrégulier. C'est comme si vous poursuivez quelqu'un dans sa maison pour séjour irrégulier ou dans son pays pour séjour irrégulier. Alors finalement, il a été déféré pour ce délit. Il a été placé sous mandat de dépôt. Il a été jugé et déclaré coupable de ce délit et condamné à une amende de 50 000 francs le 23 avril 2024. Et puisqu'il n'y avait pas de peine de privation de liberté, il devait sortir le même jour. Et on a retardé sa sortie, on l'a retenu là-bas jusqu'aux 22h30, et au moment de la sortie, la DIC l'attendait devant la porte de la prison. Et c'est devant la porte de la prison donc qu'il a été appréhendé et conduit dans les locaux de la DIC, comme vous le savez, qui représente ici au Sénégal Interpol, qui est la section Interpol du Sénégal. Alors, la DIC a reçu, on va dire, une demande de remise de police à police du Sieur Silla, qui a été formulée par l'État de Guinée. Une demande d'extradition? Non, c'est encore plus souple que l'extradition. Okay. Parce que vous savez, dans l'extradition, vous faites un dossier
que vous remettez à votre ministère des Affaires étrangères de l'État requérant, qui transmet au ministère des Affaires étrangères de l'État requis, lequel transmet au ministère de la Justice, qui transmet au parquet général. Et le parquet général arrête la personne et le dossier est porté devant la chambre d'accusation. Alors ici, c'était plus souple. Alors ici, c'est plus souple. Interpol Guinée fait la demande à Interpol Sénégal et le procureur général compétent, qui est le procureur général près de la Cour d'appel de Dakar, on lui donne son avis. S'il donne un avis favorable, la personne peut être immédiatement remise. Bien. Alors, dans son cas, le procureur général avait donné un avis favorable. Mais, en réalité, on ne pouvait pas le remettre à la Guinée parce qu'il y avait des obstacles juridiques. Premier obstacle, c'est d'abord un réfugié, quelqu'un qui a fui son pays par crainte de persécution pour ses opinions politiques. Ouais. Et il y a le principe de non-refoulement d'un réfugié qui est inscrit dans la Convention internationale relative au statut des réfugiés. Donc, on ne peut pas refouler quelqu'un vers un pays qu'il fuit. Si vous le faites, vous commettez un acte internationalement illicite. Deuxième obstacle juridique, la Convention internationale contre la torture interdit également de refouler quelqu'un vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il pourrait être soumis à la torture. Et les motifs sont appréciés en fonction du niveau de la démocratie, du niveau de respect des droits humains et du passé même du pays. Donc quand on regarde le passé de la Guinée, quand on voit même son présent, quand on voit le niveau de respect de la démocratie. Parce que donc cela veut dire que l'État sénégalais aurait été complice de torture si exactement. S'ils avaient remis, avait été remis à... Voilà. Et s'il est torturé ou s'il meurt, l'État du Sénégal aurait pu être poursuivi, les responsables de l'État auraient pu être poursuivis pour complicité de torture et avec la particularité que la torture est soumise à la compétence universelle. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs que les actes de torture commis au Tchad sous le régime Hissène Habré ont été poursuivis ici au Sénégal parce qu'ils résidaient ici par des Tchadiens. Donc vous pouvez être poursuivi partout dans le monde. Et enfin, en matière politique aussi, on ne peut pas remettre quelqu'un pour des motifs politiques. Et lui, tout le monde sait que c'est une voie critique du régime en place et qu'en réalité, c'est pour ce motif qu'on veut le remettre. Et je vous disais tout à l'heure qu'il est au Sénégal depuis depuis 2021, 3 ans. Donc clairement, il n'a commis aucun délit en Guinée depuis cette époque. Tous les délits qu'il a pu commettre, c'est au Sénégal. Et vous ne pouvez pas remettre quelqu'un pour des délits qu'il n'a pas commis dans le pays qui le réclame. Donc s'il y a des infractions, c'est ici même qu'on doit le poursuivre. Donc c'est ça qui a fait reculer l'État du Sénégal. Je suppose que l'État du Sénégal a finalement pris la mesure de la situation. Je veux dire, peut-être par l'intermédiaire de ses conseils et par d'autres voies éventuellement. Et puis sans compter également, on va dire, les conséquences sur le plan politique que ça aurait pu faire sur l'image du nouveau régime. Il ne faut pas comprendre qu'un régime dit de rupture remette et dont les membres se sont réfugiés un tout petit peu il y a quelques mois dans certains pays. Dans certains pays de la région. Et dont les dirigeants viennent de sortir de prison eux-mêmes. N'est-ce pas? Incarcération qu'ils ont dénoncée. On ne comprendrait pas, personne ne comprendrait que un pouvoir donc, qui est un pouvoir dit de rupture, remettre un opposant à une junte militaire qu'il a fui, dans un pays qu'il a fui. Est-ce que cette affaire pourrait avoir des implications dans nos relations avec le pays voisin, le pays frère, la Guinée? Écoutez, nos relations ne reposent pas seulement sur la remise de citoyens de l'un ou de l'autre pays. Nos relations doivent être des relations saines, des relations diplomatiques, de bon voisinage, des relations de coopération économique, mutuellement bénéfiques. Et ça ne peut pas être une coopération purement, on va dire, basée sur l'entraide pénale. Que le Sénégal soit celui qui aide la Guinée à mettre la main sur les adversaires du régime. On ne doit pas entendre la coopération entre les deux pays sous cet angle. Je suis étonné d'entendre certains membres de la coalition défendre l'idée que oui, les Guinéens sont trop nombreux au Sénégal,
Il faut mettre de l'ordre, il faut parlez de M. avoir une nouvelle... Taïroussa, Voilà, comme M. Taïroussa. qui a lancé un mouvement nationaliste qui dénonce un peu la présence, la forte présence de la communauté guinéenne qui fait au du Sénégal. lepénisme à rebours. C'est-à-dire qui donc défend une politique migratoire, on va dire xénophobe et haineuse. Donc ça, ce n'est pas des choses acceptables au Sénégal. Le Sénégal s'appelle pays de la Teranga. C'est une terre d'hospitalité. Oui. Dakar même s'appelle Dekrao. C'est le pays, la ville qui accueille les personnes en détresse. C'est ça les premiers habitants de Dakar. C'est des personnes qui étaient en détresse, qui ont été accueillies ici. Parce que c'est des réfugiés qui ont fondé Dakar en réalité. Parce que les Lébous, ils ont une longue histoire. Ils sont partis de l'Égypte, ils sont passés par le Fouta où ils ont vécu pendant un moment. Après le Fouta, ils ont quitté. Certains sont allés au Djord, d'autres sont partis dans le Wallo. Et finalement, en raison de persécutions politiques, ils ont fini par la presqu'île du Cap-Vert, qui était difficile d'accès. Et c'est là aussi que d'autres personnes fuyant des persécutions sont venues les retrouver. C'est comme ça, historiquement, que c'est formé Dakar. On dit même que les premiers habitants, en réalité, ne seraient même pas les Lébous, seraient des Mandingues. Que les Lébous seraient venus après. Bon, c'est trop compliqué, je ne suis pas un historien, on ne va pas aller dans cette direction. Mais globalement, Maître Kane, comment le défenseur des droits humains que vous êtes apprécie-t-il justement la protection des demandeurs d'asile au Sénégal, en Afrique et au Sénégal en particulier? Oui, vous savez, l'Afrique, c'est le continent des réfugiés. Nous avons des milliers de réfugiés. Il y a des réfugiés politiques, il y a des réfugiés économiques, et peut-être même des réfugiés climatiques bientôt. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que j'étais candidat à la candidature. Oui. Écoutez, je vais vous dire pourquoi. J'étais candidat parce que moi, je défendais la ligne du changement climatique, la politique de lutte contre le changement climatique. J'étais candidat écolo. Plus ou moins, on va dire ça comme ça, si vous voulez. Parce que je considère que, on va dire que l'urgence, l'une des urgences auxquelles ou à laquelle notre pays fait face, c'est justement l'urgence climatique, qui découle du réchauffement climatique, dont les conséquences sont d'abord l'augmentation du niveau des océans. Aujourd'hui, toutes les villes qui sont situées en bordure de l'océan et qui sont dans un relief bas sont menacées d'envahissement par la mer. C'est le cas de Saint-Louis à Guet-Ndar, c'est le cas de Mbour, c'est le cas des îles du Saloum, c'est le cas de Kafountine, c'est le cas de Bargny, c'est le cas de Rufisque, c'est le cas peut-être même de Yoff Tongor, Djamalai. Toutes ces zones pourraient être, d'ici 10-15 ans peut-être, envahies par la mer. Et tout ça pour dire quoi par rapport à ma question? C'est pour dire que, écoutez, ça c'est un péril qu'il faut prendre en compte. Maintenant, pour en revenir à la question des réfugiés, Oui. qui était votre question initiale, j'étais en train de vous dire qu'il y a beaucoup de réfugiés en Afrique et j'étais en train d'exposer les motifs pour lesquels les gens deviennent réfugiés. J'ai expliqué par, on va dire, extrapolation, la situation qui pourrait nous arriver avec des réfugiés climatiques. Mais ce qui est le plus urgent, Oui. c'est les réfugiés politiques et économiques. Je dis, en raison des dictatures, du déficit démocratique, il y a beaucoup de citoyens africains qui ne sont pas allés ces jeux, qui se sentent persécutés à cause de leur opinion et qui fuient. Et je pense que l'Afrique doit se démocratiser, faire en sorte que personne, aucun fils d'aucun pays n'éprouve le besoin de quitter son pays parce qu'il a peur des conséquences de ses opinions politiques ou de son opposition au pouvoir en place. Il faut également qu'il y ait une bonne gestion des deniers publics, des ressources nationales, une gestion démocratique vertueuse pour faire en sorte que les citoyens puissent bénéficier, on va dire, des produits de nos richesses. Et quel devrait être le rôle des organismes de la sous-région dans ce processus justement de renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance? D'abord, c'est au niveau interne que
il faut s'organiser pour faire triompher la bonne gouvernance, pour faire triompher la démocratie. Je crois que le Sénégal a montré l'exemple. Les Sénégalais ont fait preuve de résilience et ont réussi quand même à avoir des acquis sur le plan démocratique. Et éventuellement, il faut aussi avoir des acquis sur le plan de la bonne gouvernance. En tout cas, si on en juge les premiers débuts de la présence Bassirou Diomaye Faye, à la publication des rapports de l'OFNAC, des codes de contrôle, et leur transmission au ministère public. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener au niveau de chaque État. Parce que vous savez, le principe de non-ingérence fait qu'aucun État n'accepte de se mêler de la situation du voisin. Donc ce combat-là, ce n'est pas un combat qui peut se passer, on va dire, sur le plan diplomatique, sur le plan international, en tout cas en Afrique. Peut-être que les pays donateurs peuvent, eux, faire des injonctions, faire des impositions même, pour pouvoir qu'ils aident. Mais nous, entre nous, Africains, chacun préfère fermer les yeux sur l'état de l'autre. On parle même de syndicats de chefs d'État. Ils s'entraident. Donc, c'est vous dire que, pour ne pas aller trop loin, Oui. c'est un combat qui doit être mené par la société civile, qui doit être mené par les partis politiques, qui doit être mené par les citoyens, pour forcer les gouvernements à garder le bon cap. Le cap du respect de la démocratie, le cap de la bonne gestion des ressources, on va dire, du pays, économique. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio ITV emedia.sn. Nous recevons Maître Amadou Ali Kane, avocat, défenseur des droits humains. Maître Kane, lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission d'indemnisation des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024. Cette commission devra s'atteler dans les meilleurs délais à identifier les victimes et procéder à l'évaluation des préjudices subis ainsi que la prise en charge effective des blessés en cours de traitement. Alors, en tant que défenseur des droits humains, quelles sont vos attentes concernant le processus qui doit être mis en place par la commission d'indemnisation des victimes? Voilà, moi je voudrais rappeler d'abord qu'au moment du vote de la loi d'amnistie, j'avais soutenu l'idée que la loi d'amnistie était une loi, on va dire, était un mal nécessaire. C'était un mal, mais un mal nécessaire. Parce que je me suis dit, on a le choix. Donc vous, en tant que défenseur des droits humains, vous êtes pour cette loi d'amnistie? Je suis pour cette loi d'amnistie. Et je vais vous dire pourquoi. Je dis que c'est un mal, je le reconnais. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit au juge. Toute personne qui s'estime lésée doit pouvoir porter son recours devant un juge qui traite sa cause en fonction des règles du droit. C'est ça la règle. Mais nous sommes dans un pays où on a constaté qu'il est difficile de juger certaines catégories. On a vu tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux dernièrement. Les incendies à Linguère, les incendies à Tivaouane. Bon, on a vu ce qui s'est passé à Kédougou, ce qui s'est passé à Louga avec la défunte Astou Sokhna. Oui. Et nous avons vu qu'il était extrêmement difficile de soumettre ces questions à la justice. Parce que vous le faites, les syndicats du corps médical se mettent tous en grève et paralysent le système. Nous avons vu aussi, la dernière fois au tribunal, un auxiliaire de justice, à savoir un greffier, lorsqu'il s'est agi de l'inculpé, on a vu son corps s'est levé comme un seul homme pour s'y opposer. Alors, je me suis dit maintenant, les chefs religieux n'en parlons pas. Nous avons vu le jugement d'un religieux à Louga. Le tribunal a même été saccagé. Donc, c'est dire que c'est très compliqué au Sénégal de juger certaines catégories. Je me dis, est-ce que ça sera plus facile de juger les forces de défense et de sécurité? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, à Pikine, il y en a qui ont été arrêtés après ça, la mort. Mais ça, c'est le droit commun. C'est dans le cadre du droit commun. C'est dans le cadre du droit commun. Ici,
on était dans le cadre d'une répression de caractère politique. Oui. C'est un peu différent. Vraiment, quelqu'un qui commet un délit de droit commun, quel que soit, écoutez, ton statut, tu es justiciable. Mais ici, nous avons des gens que l'État a mobilisés, à qui l'État a confié la responsabilité de maintenir l'ordre. Il leur a donné des instructions pour ça. Donc c'est un peu politique. Alors je me suis dit, est-ce que ça sera facile de juger toutes ces personnes? Est-ce qu'elles vont accepter de se faire juger? C'est pour ça que j'ai dit, n'étant pas sûr de cela. Et comme le but de la justice, c'est de réguler la société, de faire en sorte que la paix règne, qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait de la stabilité. Est-ce que c'est opportun d'entreprendre des initiatives sur le terrain judiciaire qui peuvent avoir pour conséquence de déstabiliser le pays? Pourquoi cela devrait déstabiliser le pays, justement? Mais je vous ai donné des exemples. Je vous ai dit qu'ici, vous-même journaliste, dès que quelqu'un de chez vous est pris, c'est le branle-bas de combat. Chez nous, c'est pareil. Vous craignez des représailles dans l'armée? Je crains que ces gens aussi n'acceptent pas. Écoutez, nous, on nous a fait travailler. Nous sommes là nous sommes soumis à des ordres. On a reçu des ordres, on les a exécutés. Donc, nous sommes couverts par ce qu'on appelle le principe de l'autorité légitime. Est-ce que ce ne sont pas les personnes qui ont même donné ces ordres, justement, qui devraient être poursuivies? Mais oui, mais ces ordres viennent d'où? C'est ça la question. Qui a donné les ordres? Ce sont les chefs. Qui sont les chefs? Et c'est un plan très complexe. Et puis, ça, c'est qu'un aspect du problème. Vous avez aussi un autre aspect qui va arriver, c'est la reddition des comptes. Oui. Il y a des gens qui ont géré et qui ont parfois été, on va dire, prévaricateurs, qui ont mal géré, qui ont payé vraiment beaucoup de liberté avec les biens publics. Alors, quand on rentre dans ces deux combats, est-ce que le mandat du président Diomaye Faye ne risque pas d'être un mandat judiciaire? Est-ce que de passer essentiellement au niveau de la justice? Parce que le président Macky Sall a essayé cela quand il est arrivé au début. Il a voulu se lancer dans des poursuites tout azimuts. Donc pour vous, le nouveau régime ne devrait pas être dans une logique de traque des biens mal acquis comme des biens... Non, je n'ai pas dit ça. Il faut que les gens qui ont mal géré rendent compte. Maintenant, comment le faire pour que aussi nous ne soyons pas vraiment dans une sorte de règlement de compte? Donc pour vous, la traque des biens mal acquis devrait se poursuivre, c'est ça? Non, je ne dis pas les choses comme ça. Il y a des codes de contrôle qui ont fait un travail. Oui. Ce travail, il faut le soumettre au procureur. Il y a d'ailleurs le président a demandé à ce que certains rapports soient publiés. Voilà, les rapports ont été publiés et vont être remis au procureur de la République. Vous savez, le procureur dispose de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Dans chaque situation, il appartient de voir qui poursuivre et comment poursuivre. Et est-ce que aussi il est possible de faire une médiation pénale? C'est-à-dire que s'il est avéré que vous avez pris de l'argent, vous avez le choix. Si vous êtes d'accord, faites une médiation pénale, vous rendez. Ça avait été fait à l'époque par Mme Aminata Touré. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, vous allez au tribunal, vous allez vous défendre. Si vous contestez, là, je conteste, j'ai rien pris. Vous allez vous défendre. Voyez-vous? Donc, il faut éviter qu'on soit dans une sorte de chasse aux sorcières. C'est ça mon souci. Mon souci, c'est que les choses se passent d'une manière qui ne conduit pas à la déstabilisation, on va dire, de la société sénégalaise, de la nation sénégalaise, de l'État même du Sénégal. Alors, ce que certains Sénégalais ne comprennent pas, justement, des Sénégalais comme moi, Maître Kane, c'est que qu'on demande à des Sénégalais comme nous, qui ont eu peut-être la chance d'être choisis à notre place pour gérer les deniers publics, de rendre compte de leur gestion et qu'on dise que cela va déstabiliser ce pays. Pourquoi les acteurs politiques devraient avoir cette immunité? Ils ont géré, parfois mal géré, et ils ne doivent pas rendre compte parce que ça devrait déstabiliser le pays. Pourquoi? Non, je n'ai pas dit qu'ils ne doivent pas rendre compte. Le principe, c'est que la contrepartie, la responsabilité, la contrepartie du pouvoir, c'est la responsabilité. Vous avez un pouvoir,
vous l'exercez, vous êtes responsable de ce que vous avez fait. Vous devez rendre compte. Maintenant, j'ai dit, il faut faire les choses en mettant la politique en dehors du travail judiciaire. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous sommes dans le contexte d'une justice des vainqueurs. C'est ça mon souci, moi. Mais mon souci, ce n'est pas vraiment de plaider pour l'immunité des délinquants financiers. Oui. Je ne saurais le faire. Alors, j'ai dit maintenant, faisons en sorte que les délinquants financiers qui seront poursuivis, finalement, que l'opinion ne finit pas par avoir la sympathie pour eux, pensant qu'ils sont victimes de traque. La justice des vainqueurs. C'est ça la nuance. Je demande donc qu'on fasse les choses d'une façon, on va dire, respectueuse des règles du procès équitable. Vous avez été, on va dire, audité, des investigations ont été faites, il y a eu des conclusions. Vous avez le choix. Si vous les acceptez, vous allez en médiation pénale. Oui. Si vous ne les acceptez pas, on soumet au tribunal qui va statuer, apprécier. Est-ce que ce qu'on vous a rappelé est fondé ou n'est pas fondé? C'est ça que je suis en train de dire. Alors, est-il possible de traiter des dossiers qui touchent des acteurs politiques, même si les rapports sont là, sans donner l'impression de les politiser un tout petit peu? Non, il ne faut pas qu'on sente la main de l'État dans les dossiers. Maintenant, comment le faire? Bon, c'est aux techniciens, aux magistrats, aux procureurs, aux gardes des Sceaux, de savoir comment manœuvrer. Alors, pour en revenir, Maître Kane, à la commission d'indemnisation des victimes, quelles sont vos attentes, justement? Oui, les attentes spécifiques que vous avez? Vous avez raison de rebondir sur la question. Je vous ai dit que moi, j'étais favorable à l'adoption de la loi d'amnistie et je vous ai dit les raisons. Mais j'avais aussi ajouté que cette loi d'amnistie serait un délit de justice si elle n'était pas complétée par un dispositif de réparation des préjudices. Parce qu'il y a des victimes. Il y a des gens qui ont été tués. Oui. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des gens qui ont été emprisonnés à tort. Il y a des gens dont les biens ont été, on va dire, vandalisés, qui ont même été ruinés. Aujourd'hui, tous les gens qui géraient des stations d'essence, aujourd'hui, ils sont sur les carreaux. Donc, ce ne serait pas juste qu'on dise, écoutez, on oublie tout et on avance. Il faut aussi que ces gens-là, qu'on répare les préjudices qu'ils ont subis. Et quels doivent être les critères qui doivent être mis en avant par cette commission pour évaluer justement les préjudices subis? Il faut d'abord être une victime. Les victimes, on sait qu'il y a des morts. Parce que les morts, c'est facile de savoir dans quelles circonstances. Il y a des certificats de genre de mort, il y a des certificats de décès, il y a des procès-verbaux éventuellement. On sait que telle personne est morte à la suite, je ne sais pas, d'une répression dans tel ou tel lieu. Bon, il y a également des actes de vandalisme. Peut-être que là également, les personnes ont dû faire des déclarations, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui étaient en prison, ça aussi, c'est traçable. Il y a des gens qui ont été torturés, ça aussi, c'est traçable. Il y a certainement des certificats médicaux et tout. Donc, chacun qui s'estime victime peut se révéler à la commission qui sera mise en place. Et la commission va vérifier est-ce que c'est une vraie victime ou c'est un imposteur. C'est un travail qui est facile à faire. Parce qu'en général, les victimes ne le sont pas de manière isolée. Les gens qui sont des victimes, ça se passe vraiment au grand jour. Il y a des témoins, des gens qui leur portent secours. Donc ça, c'est un travail facile à vérifier. Maintenant, par contre, ce qui est complexe, c'est comment évaluer les réparations. Quel est le prix d'une vie humaine? Les gens qui ont été tués. La personne qui a été torturée. Quel est le quantum
on va dire, de la réparation pécuniaire qu'il faut lui allouer. Quelqu'un qui a été privé injustement de liberté, qui a gardé la prison pendant des mois, pour se retrouver finalement libre, sans procès, ou pour se retrouver relaxé. Quel est également le quantum de ce préjudice matériel et moral? Quelqu'un dont, je ne sais pas, le véhicule, la maison a été incendiée aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, moi, je pense que la commission doit peut-être être la commission, je ne sais même pas s'il faut une commission ou carrément un fonds d'indemnisation. Parce qu'il me semble que ce ne sera pas un travail d'une semaine, un travail de 2 semaines. Je pense que c'est un travail qui est parti pour un peu être dans la durée. C'est pourquoi je pense que moi, je pencherai plutôt en faveur de la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes. Et c'est ce fonds qui va être... Voilà, qui sera chargé maintenant de faire ce travail d'évaluation des préjudices subis. De recevoir les demandes de réparation et puis de les évaluer, de les contrôler, de voir si elles sont fondées ou pas fondées. N'est-ce pas? Et puis aussi, on va essayer aussi de fixer des plafonds, des taux de réparation des plafonds, n'est-ce pas? Maître Kane, dans son rapport annuel 2023 sur la situation des droits humains dans le monde, Amnesty International juge la situation des droits de l'homme au Sénégal catastrophique. En cause, les interdictions systématiques de manifestations, les suspensions d'Internet, les arrestations arbitraires que vous avez citées tout à l'heure et l'usage excessif de la force ayant entraîné une soixantaine de morts. Alors, comment réagissez-vous en tant que, justement, défenseur des droits humains à ces allégations de violation des droits humains au Sénégal? Oui, je voudrais dire que je félicite Amnesty pour son travail d'investigation. Et j'adhère aux constatations qui ont été faites par Amnesty International. Ce sont des constatations que nous avons tous pu voir dans nos propres yeux. Nous savons que de 2021 à février 2024, il y a eu beaucoup de répression, beaucoup d'usage de la force et avec comme conséquence beaucoup de morts. Comme cela n'est pas arrivé au Sénégal depuis longtemps, et beaucoup d'emprisonnements. On a parlé même de plus de 1500 personnes détenues. Donc, on a l'impression que le Sénégal était un pays plus ou moins en guerre, vraiment contre lui-même. L'État semblait être en guerre contre ses propres citoyens. Alors ça, donc, c'est une exception, on va dire, dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, les gens... Après, ce n'est pas la première fois que Amnesty International accable le Sénégal également. Oui. Pratiquement tous les rapports dressent un tableau sombre de l'état de la démocratie dans notre pays. Mais c'est dans la nature, de la démocratie de ne pas être donné une fois pour toutes. On ne peut pas dire dans un pays que ça y est, la démocratie est installée définitivement. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des flux et des reflux. La démocratie, c'est comme les vagues de la mer. Même dans les grands pays, comme les États-Unis, de temps en temps, vous entendez des cas comme George Floyd. Il y a des abus. Mais ici, le problème qui s'est posé, c'est le caractère systématique des violences, le caractère systématique des abus. Parce que quand dans un pays, on va jusqu'à arrêter plus de 1500 personnes en relation avec l'exercice de la liberté d'expression, ça pose problème. C'est un symptôme d'une démocratie malade. Donc, véritablement, notre démocratie a été malade. Maintenant, espérons qu'avec l'alternance, elle est en train de s'établir et qu'elle va s'établir. Et qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, justement pour régler cette question, pour régler les bases, parce que réprimer les manifestations, suspendre Internet, arrêter arbitrairement des personnes, je pense que c'est des choses que les dirigeants actuels peuvent facilement gérer. Vous savez, je pense que les dirigeants actuels
ont quand même subi eux-mêmes les abus dont nous parlons dans leur chair. Donc, ils sont en mesure de savoir combien cela doit être évité dans un pays. Ce n'est pas comme nous, militants de l'homme, qui en parlons sans les avoir subis. Eux, ils ont été en prison. Leurs militants ont été emprisonnés. Les personnes qui ont été tuées, souvent aussi ont été tuées parce que c'était des soutiens à eux. Donc je pense qu'ils doivent à cœur de se dire plus jamais ça. Les groupes de presse comme Al-Fadjri qui ont été également fermés, l'Internet, tout ça aussi, on sait que c'est en relation avec leur activité politique. Alors donc aujourd'hui, je pense qu'ils doivent en tirer des leçons et voir un peu qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les droits humains au pays, dans le pays et protéger également les droits des Sénégalais. Je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut tirer les leçons de ce qui nous est arrivé. On connaît les manifestations, il faut voir pourquoi c'est arrivé. Et éviter maintenant de replonger dans la même situation. Bien. Alors le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a évoqué dans ses discours l'idée d'une loi sur la protection des lanceurs d'alerte et la divulgation des bénéficiaires effectifs de la propriété réelle. Alors, Maître Kane, comment définiriez-vous le rôle et les responsabilités des lanceurs d'alerte dans le contexte actuel? Bon, écoutez, il faut qu'on s'entende. Quand on dit lanceur d'alerte, les gens pensent à un délateur. C'est-à-dire quelqu'un qui dénonce vraiment dans le but de nuire. Bon, je suis contre Mme Fall, et bien voilà, donc tout de suite, je vais faire une dénonciation contre vous dans le but de vous nuire. C'est un peu ce qu'on appelle dans le langage commun du porte-presse. Il ne s'agit pas de ça. Un lanceur d'alerte, ce n'est pas déjà forcément une personne. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe, ça peut être une institution. Alors, son rôle, c'est de lancer un signal d'alerte, un signal d'alarme, dans le but de déclencher un processus de régulation et de mobilisation. Pourquoi? Parce qu'elle a eu connaissance, ou il a eu une connaissance, si c'est un groupe, d'un danger, d'un risque ou d'un scandale. Il ne s'agit pas seulement de personnes. Par exemple, un groupe comme le Forum civil peut, dans le cadre de ses activités, prendre connaissance d'un scandale et tirer la sonnette d'alarme. Une ONG des droits de l'homme peut le faire. Un particulier qui travaille quelque part, ou même sans travailler là-bas, peut avoir connaissance de quelque chose qui serait un scandale, qui serait un danger pour le pays, et qui le dénonce. Et comment protéger les lanceurs d'alerte du délit de diffamation? Maintenant, là, cette question, elle est liée également aux modalités par lesquelles on peut lancer l'alerte. Aujourd'hui, on dit il faut protéger les lanceurs d'alerte. Mais quand vous avez une alerte à lancer, vous la lancez où? Il faut aussi qu'on dise ça. Il faut qu'on... Je vois qu'il n'y a pas un ministère de la bonne gouvernance. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait un organe auquel on peut s'adresser. Parce que bon, je peux concevoir que lancer une alerte ne suffit pas seulement aller à la radio ou à la télé ou dans un journal. L'OFNAC ne peut pas recevoir des plaintes des lanceurs d'alerte? Mais l'OFNAC, est-ce qu'elle a vocation de gérer tout et tout le monde? Elle a un objet précis, n'est-ce pas? Donc, il faudrait, à mon avis, pour moi, ça a trait à la bonne gouvernance. Il faudrait peut-être créer un ministère de la bonne gouvernance. Dans le gouvernement actuel, peut-être il faut donner à un ministre précis ou un ministère précis cette charge-là. Donc il faudrait qu'il y ait un organe qui reçoive les dénonciations et d'ailleurs que cet organe-là même soit démultiplié.
faut qu'on en ait, je ne sais pas, une section au niveau de la présidence, une section au niveau de la primature, une section dans un ministère précis. Parce que si vous le mettez, l'organe, seulement il est logé dans un seul endroit. Il peut y avoir également là aussi des choses qu'on met sous le coude. On reçoit une information, écoute, ça gêne un peu, on met sous le coude. Ce serait bien donc qu'il y ait plusieurs centres, on va dire, de dénonciation. Les dénonciations, nécessairement, peuvent ne pas se passer de manière publique. On peut écrire, donner les preuves. Et c'est ça même l'idéal. Comme ça, l'enquête est déclenchée pour voir si c'est vrai ou faux. Est-ce que vous pensez que cela pourrait contribuer justement à renforcer la transparence dans la gestion de nos déchets? Moi, je considère que c'est très important. Très important. Parce que nous sommes dans un pays où l'un des problèmes les plus importants, c'est que les personnes, souvent, on va dire, bénéficient d'une sorte d'impunité. Voyez-vous. Aujourd'hui, quand vous avez un problème, à qui vous adressez? Vous êtes victime de violences policières. Vous habitez dans l'arrière-pays. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'organisation d'avocats. Comment vous faites? Donc, il serait bon que dans tout le pays, que les gens puissent avoir quelqu'un à qui ils peuvent soumettre leurs problèmes, si ça existe. Et c'est en cela que j'estime que c'est très utile qu'il y ait un organe qui soit chargé de recevoir les dénonciations. Et maintenant, cet organe va les répartir vraiment en fonction de la nature des dénonciations. Parce que l'organe aussi ne peut pas avoir aussi une compétence, on va dire, générale. Et juridiquement, comment tout cela devrait-il être encadré? Bon, le président a dit qu'il faut faire une loi. Donc, écoutez, il faut préparer une loi, parce qu'il y a des lois qui existent dans d'autres pays, notamment en France. Je pense qu'on peut s'inspirer des lois qui existent dans ces pays et préparer ici une loi. Mais en tout cas, moi, je considère que, écoutez, il faut qu'il y ait une sorte de contrôle au-dessus des décideurs, au-dessus des agents de l'État, n'est-ce pas? Soit discret. Que chacun sache que ce qu'il fait peut être, on va dire, dénoncé et sanctionné. Donc ça aidera les gens à agir dans le bon sens, à bien faire le travail, à donc adopter une conscience de service public beaucoup plus élevée. Alors, Maître Kane, vous êtes avocat et de tous les débats liés au fonctionnement de la justice, son indépendance est celui qui fait le plus parler. Il est d'ailleurs affirmé dans l'article 88 de la Constitution, dans l'adhésion et la ratification des instruments internationaux qui font référence. Maître Kane, beaucoup de citoyens remettent en cause l'effectivité de cette indépendance de la justice. Vous êtes avocat, vous êtes dans le système judiciaire. Vous répondez quoi à ces citoyens? Alors, moi, je vous dis d'abord que pour réformer la justice, il n'y a pas que la question de l'indépendance des magistrats qu'il faut traiter. Pour moi, il y a plusieurs axes qu'il faut envisager. Il faut d'abord le renforcement. Est-ce que vous êtes en train de confirmer que la justice n'est pas totalement indépendante? Les magistrats eux-mêmes le disent. Ils réclament plus d'indépendance. Donc, ça, je le confirme. Oui. Puisqu'on a entendu l'UMS le dire lui-même, ou elle-même. Alors, j'étais en train de dire que par rapport à la réforme de la justice, il ne faut pas seulement qu'on se focalise sur un seul point, à savoir la question de la justice. Pour moi, il y a au moins 4 axes qu'il faut envisager, 4 points qu'il faut envisager. D'abord, il y a la question des moyens matériels et humains. Il n'y a pas assez de juges.
il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de moyens. Aujourd'hui, quand un dossier va chez un juge d'instruction, écoutez, pour qu'il soit traité, il faut plusieurs mois, voire des années. Parce que le juge, il ploie sous le poids des dossiers. Vous voyez, un juge qui a 400 dossiers à traiter. Et dans chaque dossier, ce n'est pas une seule personne. Vous pouvez avoir dans un dossier, un seul dossier, 10 personnes ou 15 personnes qu'il faut entendre, qu'il faut confronter, et des témoins qu'il faut entendre. Donc, il faut beaucoup de juges d'instruction. Il faut beaucoup de juges du siège. Il faut beaucoup de greffiers. Il faut également des moyens matériels. Parce que aussi une décision de justice est rendue. Pour que vous ayez votre décision, ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas assez de secrétaires pour faire la frappe. Des fois, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'encre. Il faut aussi régler ces questions. Parce qu'il y a des décisions qui sont urgentes. Normalement, on devrait pouvoir en disposer le plus rapidement possible. Par exemple, une ordonnance de référé. C'est-à-dire une décision rendue dans le domaine de l'urgence, en matière d'urgence. On ne peut pas, elle ne peut pas attendre des semaines ou des mois. Voyez-vous. Alors, ça, c'est le premier point, la question des moyens. Le deuxième point, la question de l'indépendance que vous avez posée. Vous savez, sur le papier, les magistrats sont indépendants. Parce que la Constitution dit que les magistrats sont indépendants. Mais pour assurer cette indépendance, il y a deux mécanismes qui sont mis en place. Le premier mécanisme, c'est l'inamovibilité des juges du siège, ce qui rend des jugements, ce qui tranche les litiges. Parce qu'il y a deux types de magistrats. Les magistrats debout, les procureurs, qui représentent la société. Et il y a les magistrats du siège, les magistrats assis, qui, eux, tranchent les litiges. Et ce sont ces magistrats assis-là qui sont indépendants. Alors, on dit qu'il doit bénéficier de l'inamovibilité. Mais dans les faits, pour bénéficier de l'inamovibilité, alors il faut être titulaire. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que le plus souvent, quand vous sortez, on vous titularise dans un ressort. Par exemple, vous êtes titulaire à Kolda. Donc, si vous êtes à Kolda, vous êtes inamovible. Mais étant titularisé à Kolda, on vous affecte à Saint-Louis, où vous n'êtes pas titulaire. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de l'inamovibilité. Il y a également ce qu'on appelle les nécessités de service, la notion de nécessité de service, qui permet de déplacer des magistrats. Et ce qui est une notion mal définie, c'est l'autorité qui apprécie. Le deuxième mécanisme qui est mis en place, c'est, on va dire, c'est pour gérer la carrière des magistrats, comment on l'appelle encore là, l'organisme qui est chargé d'affecter. Le Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie de me donner le mot. Le Conseil supérieur de la magistrature. C'est le deuxième mécanisme qui est destiné à garantir l'indépendance des magistrats, parce que c'est un organe qui est chargé de gérer la carrière des magistrats. Et où siège le président de la République. Où siège le président de la République et le garde des Sceaux. Oui. Ça, ce n'est pas tellement le problème. Mais le problème, c'est qu'au sein du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats non élus sont plus nombreux que les magistrats élus par leur pairs. Autrement dit, vous avez plus de chefs de juridiction, de chefs de parquet. Nommés. Voilà, qui sont nommés. Vous avez plus de procureurs, de présidents de tribunaux, etc. Choisis par le président de la République. Qui sont choisis par le président de la République, qui donc sont à la tête de juridiction de parquet, qui siègent. Alors que les magistrats élus par leur pairs, à l'issue d'une élection, ils ne sont pas nombreux. Donc pour vous, le problème, ce n'est pas que le président de la République siège au Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est qu'il y ait plus de magistrats nommés élus. Non, le problème, c'est qu'il y ait plus de magistrats qui sont nommés que de magistrats qui sont élus, choisis par leur pairs. Ça, ce n'est pas moi, c'est les magistrats qui le disent. C'est la revendication des magistrats. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils ne sont pas gênés par la présence du président de la République. Oui. N'est-ce pas? C'est bien que le président soit dedans parce que ça lui permet de comprendre les problèmes de la maison, justice. Mais leur problème, c'est que les magistrats qui ne sont pas élus
donc, qui sont choisis parce qu'ils sont des chefs de juridiction, ils sont les plus nombreux, là où on prend des décisions concernant les magistrats, que les magistrats élus par leur père. Donc, ils souhaitent qu'on augmente le nombre de magistrats élus par leur père au sein du Conseil. Il y en a même qui souhaitent l'ouverture du Conseil à d'autres corps, à la société civile, à l'université des professeurs de droit ou à des acteurs de justice. Bon, honnêtement, moi, je ne suis pas pour cette formule. Je pense que les affaires des magistrats doivent être gérées par les magistrats, comme les affaires des avocats doivent être gérées par les avocats. Je ne vois pas des magistrats siéger au Conseil de l'ordre. Je ne peux pas aussi concevoir que des avocats siègent au Conseil supérieur de la magistrature ou que des professeurs d'université siègent là-bas. Je pense que ça doit rester une affaire de magistrats. Franchement, je ne suis pas favorable au principe de l'ouverture du Conseil à des non-magistrats. Est-ce que vous êtes favorable au principe de l'ouverture du Conseil constitutionnel à d'autres corps? Non. Là, vous posez un autre problème. Le problème, c'est s'il faut faire le Conseil constitutionnel ou s'il faut faire une Cour constitutionnelle. Parce que, je vous pose la question, parce que dans le projet proposé par le régime en place, il prévoit de passer du Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle et qui sera plus élargie, où il y aura la présence d'avocats, de professeurs d'université, entre autres. Oui, ça c'est, je pense, une bonne idée que je soutiens. Je pense qu'il y a une différence entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle. Parce que le Conseil constitutionnel, il est compétent pourquoi? Pour contrôler la constitutionnalité des lois. Il est compétent pour l'élection du président de la République. Il est compétent pour les élections législatives. Il est compétent pour les élections référendaires. Les processus électoraux. Voilà. Et le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi par tout le monde. Il ne peut être saisi que par les autres autorités de l'État, comme le président de la République, ou bien par les candidats lorsqu'il y a élection présidentielle ou législative, ou par les députés lorsqu'il s'agit de contester la constitutionnalité d'une loi. Un dixième ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, donc, la saisine, elle est très restreinte. Par contre, quand il y a Cour constitutionnelle, en général, les cours constitutionnelles traitent également des questions de droits de l'homme. Donc, toute personne qui s'estime lésée dans ses droits peut saisir la Cour constitutionnelle. Et c'est normal également que la Cour constitutionnelle soit ouverte. Parce que même le Conseil constitutionnel, il est plus ou moins ouvert, mais de manière restreinte. Parce qu'il n'y a pas que des magistrats qui siègent là-bas. Il y a un avocat représentant des avocats qui est là-bas. Vous avez quelqu'un qui vient de l'université, voyez-vous. Donc, l'ouverture de la Cour constitutionnelle à d'autres corps me paraît être une idée. Ce serait bien qu'il y ait, par exemple, dans une Cour des droits de l'homme, que vous ayez des militants de droits de l'homme, par exemple. Ce serait justice, parce qu'ils pratiquent ça. Ils connaissent mieux que quiconque. N'est-ce pas? Bon, et l'autre idée aussi serait que les gens ne soient pas nommés seulement par une seule autorité. Il faudrait que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale puissent également, chacun nommer un nombre précis de membres de la Cour constitutionnelle, si elle venait à être instaurée. Bien. Maître Amadou Ali Kane, merci beaucoup. C'est fini. C'est déjà fini. Mais ça va trop vite là. Je termine en disant que j'étais en train de dire que pour la réforme, j'ai dit les moyens, j'ai dit l'indépendance, mais aussi il y a l'impartialité. Parce qu'il n'y a pas l'indépendance. L'indépendance s'apprécie par rapport au pouvoir public, par rapport au lobby. Mais l'impartialité s'apprécie par rapport aux justiciables. Lorsque vous et moi, nous sommes devant un tribunal, il faut que le juge soit impartial. C'est-à-dire qu'il ne soit ni pour vous ni pour moi. Et qu'il soit donc neutre. Ça aussi est important. Parce que tous les litiges n'ont pas une connotation politique, n'intéressent pas l'État. Mais moi, quand j'ai un différend, prenez des différends comme Bokar Sambadje, CBAO, Moustapha Tal, un grand acteur contre une autre banque. Mais ce serait important que dans des litiges comme ça aussi, qu'il y ait de l'impartialité. C'est-à-dire que le juge ne soit ni pour l'un ni pour l'autre, mais traite le litige qui lui est soumis uniquement sous l'angle du droit. Ça aussi, c'est une revendication. Il faut faire en sorte qu'on consacre cela à travers des principes, qu'on puisse également le contrôler. Ça également, c'est une chose très importante.
en matière de réforme de la justice. Bien. Donc, moyens, indépendance, impartialité et enfin compétence. Il faut que les juges aussi soient compétents. Parce que le droit est mouvant. Il y a chaque fois de nouvelles règles. Chaque jour, on sort des règles. Il faut que les juges les maîtrisent et puissent les appliquer vraiment de manière, on va dire, fidèle. Donc ça aussi, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Merci à nos auditeurs, nos internautes et nos téléspectateurs de JDD. C'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.